Nous savons que les francs CFA se produisent non pas sur le territoire africain, mais à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. C'est-à-dire, le franc CFA étant la propriété à 100%, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont encore du mal à comprendre ça. Le franc CFA étant la propriété à 100% de la France, c'est la France seule qui produit les francs CFA et les met à la disposition des Africains, moyennant la récupération de leurs devises. Nous avons, pendant plus de 20 ans, fait ce genre de débat. Donc, pour que les Africains qui étaient jusque-là soient dans le doute, soit naïfs, soit simplement dans l'ignorance, puissent comprendre, voilà des faits qui sont observés aujourd'hui. Le terrorisme est un moyen puissant mis en place par l'ennemi sempiternel pour envahir l'Afrique, réduire les Africains en esclavage chez eux-mêmes et avec une vision très claire, faire disparaître même les Africains du continent qui est le plus riche au monde et qui le convoite. Messieurs, chers téléspectateurs de Taylor TV, je suis donc Diogène Séni. J'ai le plaisir de vous revoir encore aujourd'hui sur une nouvelle émission Umoja Ninguvu, l'Union fait la force, ou les solutions panafricanistes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Nicolas Agbohou. Le professeur Nicolas Agbohou n'est plus à présenter, mais je vais quand même rappeler ici le livre que vous connaissez, que vous trouverez un peu sur toutes les plateformes, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Ce livre est un livre qui est devenu historique, culte, qui a été publié dans les années 2000, depuis les années 2000. Le professeur Agbohou a mené ce combat à la suite des autres figures africaines très importantes. On peut rappeler beaucoup plus loin Hossein Diafana, on peut rappeler aussi le professeur Tudjian Pouemi, etc. Donc, qui ont fait la démonstration de façon scientifique dans le domaine de l'économie de ce que l'on appelle la répression monétaire à travers donc la monnaie qu'on appelle le franc CFA, qui est la propriété de la France. Alors, notre émission aujourd'hui ne sera pas consacrée à la démonstration de ce que le professeur Agbohou a déjà fait depuis 20 ans, dans des dizaines de conférences, dans cet ouvrage que je vous remets encore à l'écran. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée spécifiquement aux solutions. Donc, le thème, c'est quelles sont donc les solutions salvatrices de l'Afrique. Parce que, comme vous le savez, la question de la souveraineté gagne de plus en plus la jeunesse africaine, gagne de plus en plus les milieux, les élites de la société civile africaine. Le plus important, c'est de savoir les pistes de solutions. Parce que le constat, les protestations, c'est une chose, mais nos populations attendent surtout des solutions. Le professeur Agbohou intervient aussi à un double titre. Il est, en tout cas, dans son travail de scientifique, d'expert, il est aussi spécialiste, en tout cas, des causes structurelles endogènes de la faim, du sous-développement. Et donc, c'est en tout cas muni de tout ça qui va nous mener dans cette émission vers des solutions pour que les partis politiques, les associations, les sociétés civiles, la jeunesse africaine s'en saisissent et en fassent des éléments programmatiques concrets pour sortir l'Afrique justement de cette situation. Professeur Agbohou, bonjour, bonsoir par rapport à ceux qui nous suivent par le monde. Bonsoir. En tout cas, je salue toute l'Afrique, tous les enfants de l'Afrique, où qu'ils se trouvent dans le monde. Et je vous remercie pour m'avoir invité au chevet de l'Afrique. Pendant des années, nous ne faisons que critiquer. Nous pensons que l'heure est venue maintenant de faire des propositions qui, de notre point de vue, si elles sont appliquées, vont permettre à l'Afrique de changer radicalement de visage. Et nous allons même plus loin pour dire que ces solutions que nous allons proposer à moyen terme permettront à l'Afrique non seulement de renaître de ses cendres actuelles, mais de
reprendre la direction du monde comme elle l'a fait déjà dans le passé pendant des millénaires. Donc, si vous me permettez, nous pouvons rentrer directement dans le sujet. À savoir, voilà. D'abord, je fais un constat que tout le monde fait d'ailleurs. Le premier constat, c'est que nous voyons les enfants d'Afrique qui désertent le continent le plus riche au monde et qui vont, dans leur exode, mourir dans le désert africain, mourir dans les océans, se faire des esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans. Des hélicoptères, des blindés pour une opération anti-migrants à Sfax en Tunisie. Dimanche matin, les autorités évacuent et dispersent 500 clandestins. Tout est filmé par la télévision nationale. On a pu mettre la main sur 88 personnes qui étaient recherchées dans la région de Sfax. On a aussi pu saisir 10 embarcations en métal, mais aussi des voitures et des motos. Depuis plusieurs mois, le président tunisien durcit le ton. Il vise particulièrement les migrants subsahariens. Je le redis encore, nous sommes des Africains. Et nous sommes fiers de notre appartenance africaine. Mais nous refusons d'être une terre de transit ou une terre d'installation. Car la Tunisie est un carrefour des migrations depuis l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Les côtes tunisiennes sont le principal point de départ vers Lampedusa. Et les Tunisiens en ont assez. À Sfax, manifestation anti-migrants il y a quelques semaines. Nous faisons une manifestation spontanée contre la présence des migrants dans la ville. Les migrants sont traqués et jetés hors de leur logement. Alors certains choisissent de partir pour éviter des violences encore plus terribles. Moi, je dors, les Arabes ils sont rentrés à la maison, mais saccagés. Si la Tunisie nous prend ici, amené à Libye, désert, on ne connaît pas là-bas, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de nourriture. Depuis cet été, la Tunisie renvoie les migrants à sa frontière avec la Libye. Des centaines de personnes sont abandonnées en plein désert ou à des postes de douane. Des hommes, des femmes et des enfants livrés à eux-mêmes pendant des jours. Nous sommes en train de mourir, nous avons besoin d'aide, s'il vous plaît. Sans eau, sans nourriture. Ils sont ici recueillis par des gardes-frontières libyens. « 27 d'entre eux sont morts dans le désert. Parmi eux, Fatih et sa fille Marie, 6 ans. Elles ont été séparées de leur père et mari. Mbengue Nimbilo Crépin s'en est sorti malgré un malaise. Je me suis écroulé vu que j'avais plus de force. Ma femme est restée à mes côtés avec l'enfant. Nous sommes mis à pleurer, tous les trois. Elle me demande d'essayer de me lever, de continuer avec elle. Je regrette aussi pourquoi je me suis pas levé, parce que j'aurais préféré mourir avec elle, en fait. J'aurais préféré peut-être qu'on découvre 3 cadavres dans le désert. Parce que là, c'est ce que je suis mort. J'ai plus personne. 73 personnes sont portées disparues dans ce désert. Depuis, la Tunisie et la Libye ont passé un accord pour se répartir les migrants bloqués à leurs frontières. Tunis a également signé un partenariat avec l'Union européenne. Nous renforcerons notre coordination sur les opérations de recherche et de sauvetage. Nous avons convenu de coopérer sur la gestion des frontières, la lutte contre le trafic, les retours et le traitement des causes profondes dans le plein respect du droit international. L'Union européenne promet 100 millions d'euros d'aide à la Tunisie. Mais le pays peut-il gérer la crise? Les migrants, eux, continuent d'arriver. Et ça, c'est inacceptable. Nous constatons aussi qu'il y a partout des guerres civiles en Afrique. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a ce qu'on appelle le terrorisme. De quel terrorisme? Rappelons-le avec force.
en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale est financé par le franc CFA, en abrégé le franc CFA, c'est-à-dire le franc des colonies françaises d'Afrique qui, nous l'avons démontré amplement, est une monnaie nazie. Parce que c'est ce que faisaient les nazis. Il y a beaucoup qui sont étonnés de constater que on trouve avec les terroristes qui sont capturés, avec des liasses, des paquets, des mallettes de francs CFA, tout neuf. Même si nous faisons toujours des critiques sévères contre les dirigeants africains, nous pouvons quand même accepter, nous pouvons quand même leur accorder le crédit selon lequel ce ne sont pas ces dirigeants africains, notamment les gouverneurs des 3 banques centrales africaines, c'est-à-dire les gouverneurs de la BCEAO de l'Afrique de l'Ouest, le gouverneur de la BCC, Banque centrale des Comores, et le gouverneur de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale. Ce ne sont pas ces 3 gouverneurs-là qui donnent des instructions pour qu'on puisse produire des francs CFA tout neufs et les donner à des djihadistes, à des terroristes pour venir combattre les Africains. Cela n'est pas possible dans la mesure où nous savons que les francs CFA se produisent non pas sur le territoire africain, mais à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. C'est-à-dire, le franc CFA étant la propriété à 100%, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont encore du mal à comprendre ça. Le franc CFA étant la propriété à 100% de la France, c'est la France seule qui produit les francs CFA et les met à la disposition des Africains, moyennant la récupération de leurs devises. Nous avons, pendant plus de 20 ans, fait ce genre de débat. Donc, pour que les Africains qui étaient jusque-là soient dans le doute, soient naïfs, soient simplement dans l'ignorance, puissent comprendre, voilà des faits qui sont observés aujourd'hui. Le terrorisme est un moyen puissant mis en place par l'ennemi sempiternel pour envahir l'Afrique, réduire les Africains en esclavage chez eux-mêmes et avec une vision très claire, faire disparaître même les Africains du continent qui est le plus riche au monde et qui le convoite. Donc, quand on sait ça, la solution, la vraie, c'est-à-dire nous allons nous débarrasser de ce franc CFA. Et si les Africains arrivent à se débarrasser de ce franc CFA, il est évident que la France n'aura pas les moyens objectifs et financiers pour financer ce terrorisme en Afrique dite francophone. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est évident que le colonel Kadhafi avait osé fabriquer, inventer la monnaie unique africaine avec le dinar or. Et comme tout le monde le sait maintenant, il avait signé son arrêt de mort. Mais la mort de Kadhafi ne fait pas disparaître toute l'Afrique. Et quel que soit le dirigeant africain, le jour où il disparaîtra de la terre, eh bien, le continent africain restera toujours là. Et les ennemis sempiternels de l'Afrique ne vont pas tuer tous les Africains. C'est pourquoi nous disons ici et maintenant, il faut que les Africains comprennent définitivement la nécessité de se donner des moyens objectifs pour se développer, c'est-à-dire résoudre leurs problèmes. Quels sont ces moyens objectifs? Il y a 4 solutions. On en vient maintenant aux solutions alors. Voilà, que je vais énoncer. D'accord. La première solution salvatrice,
c'est ce que nous appelons la monnaie unique africaine, en abrégé la MUA. La deuxième solution, c'est la transformation en Afrique de toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté socio-économique, j'entends dire. Et ça, c'est ce que nous appelons l'industrialisation. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, c'est la création, sinon la formation d'un État fédéral africain. Et enfin, la quatrième solution, c'est la solution dite anthropologique, qui est la résurgence du passé glorieux de l'Afrique qui a fécondé toute l'humanité. Donc, dans cette première séance, nous allons tenter de développer la première solution, c'est-à-dire la monnaie unique africaine. La monnaie unique africaine, souvent les gens parlent de la monnaie unique africaine, ils ne savent pas par où commencer. Comment faire? D'abord, il faut savoir que cette monnaie unique africaine va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine. Cette Banque centrale africaine est une entreprise, comme toutes les banques d'ailleurs. Et comme toute entreprise, elle aura un capital social qui sera apporté par toutes les banques centrales nationales et communautaires, ou bien Banque centrale nationale d'un côté, ou bien Banque centrale communautaire, qui sont la BCEAO et la BEAC. Donc, pour mémoire, la Banque centrale nationale dans un pays coiffe toutes les banques commerciales, lesquelles banques commerciales sont en contact direct avec les agents économiques qui sont les ménages, les entreprises, les collectivités territoriales, etc. Ce qui veut dire que lorsque la Banque centrale nationale est vraiment libre et qu'elle veut favoriser l'accès au crédit bancaire des agents économiques, elle baisse son taux d'intérêt directeur. Exemple, elle va dire mon taux d'intérêt directeur est de 1%. Et les banques commerciales vont aller prendre l'argent au niveau de la Banque centrale nationale. Et, admettons, M. Diogène, il dit, j'ai un projet, il s'adresse à sa banque commerciale. Il dit, j'ai un projet, j'ai besoin de 100 millions. Le banquier examine le projet, il voit que le projet est rentable. Il dit, bon, puisque vous avez un projet qui est rentable, je vais le financer. Mais pour le financer, attendez, je m'en vais prendre l'argent au niveau de la Banque centrale nationale. Et le banquier central national lui facture à 1%. C'est-à-dire, le banquier commercial prend cet argent, les 100 millions, et il vient, il va donner cet argent à M. Diogène, son client, non pas à 1%, parce que lui fait du commerce, voilà pourquoi on l'appelle banque commerciale. Il va lui facturer en se donnant, par exemple, une marge de 3%. Donc, comme lui, il a pris l'argent à 1%, plus sa marge qui est de 3%, ça sera 1 plus 3 égale 4%. Il dit, M. Diogène, voilà l'argent, je peux vous le donner, mais à 4%. Eh bien, M. Diogène, qui sait que l'argent lui est accordé et qui est moins cher, il s'endette et il va aller réaliser son projet.
Et la réalisation de ces projets va lui permettre de rembourser cet argent à des périodes qui sont préalablement fixées. Nous ne rentrons pas dans ce détail. Mais si le banquier central ne veut pas favoriser l'accès au crédit à les agents économiques, lui, il va dire, je vais exagérer, que le taux d'intérêt est de 15%. Eh bien, quand le banquier commercial de M. Diogène va aller là-bas, eh bien, le banquier central va lui dire, l'argent est disponible, mais à 15%. 15% qu'il va prendre cet argent, plus 3%, par exemple, qu'il va se donner comme marge, ça sera 15 plus 3 égale 18%. Il dira, Monsieur Diogène, je peux vous donner cet argent non plus à 4% comme hier, mais maintenant à 18%. Évidemment, l'argent est devenu trop cher. Monsieur Diogène ne va pas être encouragé. Voilà, ça c'est de façon résumée la politique monétaire. D'accord. Ce qui veut dire quoi? Ici et maintenant, les solutions de l'Afrique que nous cherchons, la Banque centrale africaine va coiffer toutes les banques centrales nationales et ou bien communautaires. Et ce sont ces gouverneurs des différentes banques centrales nationales qui vont siéger au sommet là-bas de la Banque centrale africaine, vont prendre la décision de la politique monétaire. Ce qui veut dire, s'ils disent que nous voulons favoriser l'accès à l'argent des différents Africains qui veulent soit entreprendre, soit consommer, eh bien, nous allons, par exemple, dire que le taux d'intérêt directeur est de 1%, même de 0,5%, même de 0%. Ne soyez pas choqués parce que c'est ce que font les Occidentaux, notamment les Européens. La BCE, Banque centrale européenne, pendant longtemps, dit que le taux d'intérêt directeur est de 0%. Et les gens ont accès à l'argent et ils entreprennent. Pourquoi pas nous? Nous ne pouvons pas parce que nous n'avons aucune banque centrale africaine qui soit indépendante. Donc, il s'agit aujourd'hui de prendre des décisions, en tout cas que les Africains prennent la responsabilité sur eux de se créer une monnaie, la monnaie unique africaine. Cette monnaie unique africaine, je reprends, va dormir dans la Banque centrale africaine. Laquelle Banque centrale africaine va coiffer toutes les banques centrales nationales ou communautaires. Lesquelles banques centrales nationales ou communautaires vont coiffer toutes les banques commerciales qui sont en relation directe avec les agents économiques, lesquels agents économiques vont prendre l'argent, vont s'endetter pour consommer ou pour entreprendre. Oui, professeur, je me permets juste, je vous remercie pour cette pédagogie sur les banques et la banque mère et puis les banques secondaires, entre guillemets. Donc, ça suppose que les Africains ont fait la rupture politique sur la question du franc CFA, on est d'accord? Oui, puisque dès que la monnaie unique africaine, elle est née, toutes les monnaies nationales disparaissent, puisque nous avons désormais une seule monnaie qui va circuler dans toute l'Afrique. Donc, la question centrale que les gens ont tendance à poser, c'est de dire quels sont les critères de convergence, quels sont les critères de convergence que doivent remplir les différents pays africains qui veulent utiliser la monnaie unique africaine. C'est ça, c'est sur ça que beaucoup de pays, ou du moins les Africains, c'est là, ils s'auto-limitent. C'est-à-dire, prenons le cas de la BCEAO,
ou du moins de la CEDEAO. Ils se sont donné des critères de convergence assez compliqués et difficiles à remplir. Nous disons et nous répétons avec sérieux que face à l'urgence de l'Afrique, nous devons maintenant prendre des dispositions inspirées des autres pays du monde qui ont réussi à faire de la monnaie unique. Le premier exemple, c'est le dollar américain. Le dollar américain, lorsque les 13 colonies anglaises ont pris leur indépendance vis-à-vis de l'Angleterre, ces 13 pays américains ont décidé de façon unilatérale, c'est-à-dire ont pris une décision politique pour dire que nous faisons du dollar notre monnaie unique. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, il y avait plusieurs monnaies. Nous n'allons pas faire ici le détail. Et à partir de là, le dollar américain a été créé. Et tous les autres pays qui intègrent les États-Unis d'Amérique, eh bien, ils utilisent le dollar comme leur monnaie unique. Aujourd'hui, ils sont 50. Et ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de critères de convergence. C'est la décision politique. Il faut que les Africains apprennent cela. Le deuxième exemple, c'est celui du Canada. Le Canada voisin a ce qu'on appelle 10 pays, qu'on appelle 10 provinces. Eh bien, les parlementaires canadiens se sont réunis et ils ont dit, nous mettons fin à toutes ces monnaies qui existent et le dollar canadien est notre monnaie unique. Le dollar canadien marche très bien dans ce vaste pays qui est le Canada. Ça, c'est le deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est celui de la Chine. En Chine, il y a 30 provinces, pour ne pas dire 30 pays. Vaste pays. Aujourd'hui, de 1,5 milliard de personnes dans la réalité, mais officiellement, on nous dirait 1,3 milliard. Mais pour mémoire, pour que les Africains puissent comprendre, avant 1949, les Chinois étaient moins de 500 millions de personnes et ils mouraient de faim. Ils mangeaient même de la chair humaine. Ils étaient dirigés par des gens comme les Chiang Kai-shek, soutenus par des Américains. Il a fallu Mao Tse-tung et ses amis révolutionnaires qui ont mené une guerre de libération totale. Et quand ils ont rapporté la victoire, ils ont pu inventer le yuan chinois qui dort dans la banque centrale nationale de la Chine qu'on appelle la Banque populaire de la Chine. Et avec le yuan, la monnaie chinoise unique, eh bien, les Chinois se sont mis au travail. Et ils ont pu transformer toute l'économie, parce que celui qui transforme son environnement, celui qui fait le travail, c'est l'être humain. Donc, quand vous avez des êtres humains, eh bien, vous les mettez au travail et la manière la plus efficace de les mettre au travail, c'est de les payer. Payer avec quoi? Non pas avec le dollar, non pas avec les monnaies étrangères, mais avec la monnaie du pays. C'est ce que la Chine a fait. Et les Chinois se sont mis au travail. Hier, eux qui mouraient de faim et qui excellaient dans l'anthropophagie. Aujourd'hui, la Chine est devenue la première puissance économique du monde. J'insiste, même si ça peut choquer ceux qui sont encore dans l'atavisme. C'est la Chine, ici et maintenant où je vous parle, qui finance les États-Unis d'Amérique. C'est la Chine
qui finance l'Union européenne, c'est-à-dire tous les pays d'Europe. En un mot, c'est la Chine qui finance le monde entier. C'est dû à quoi? C'est dû à la force de travail des Chinois. Laquelle force des Chinois est mise à contribution tout simplement par un outil qui est la monnaie de la Chine. Ça, c'est le deuxième exemple. Aujourd'hui, la Chine est une puissance nucléaire. Personne ne peut s'amuser à aller s'attaquer à la Chine aujourd'hui. Mais il a fallu des leaders comme les Mao. Bien sûr qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, pendant le grand parcours, le grand bond, il y a eu des casses. Mais aujourd'hui, personne ne conteste la suprématie de la Chine. Aujourd'hui, quand on regarde des pays africains, des micro-États, nous sommes incapables de nourrir décemment ses compatriotes. La Chine nourrit 1,5 milliard de personnes. Qu'est-ce que c'est? 25 millions de personnes, 10 millions de personnes. Quand on prend nos différents petits États, et il y a du chômage massif, les gens n'arrivent même pas à satisfaire les besoins les plus élémentaires. Donc nous disons, face à ces réalités objectives que personne ne peut nier, il faut se donner les moyens objectifs, c'est de nous unir à travers la monnaie unique africaine. Professeur, le troisième exemple, donc le quatrième exemple, c'est celui de la Suisse. D'accord. La Suisse, il y avait en Suisse, et notez-le bien, 860 monnaies différentes. Je reprends, même si ça peut encore choquer, des gens peuvent prendre leur portable et puis chercher pour savoir si le professeur ne dit pas de bêtises. Il y avait 860 monnaies différentes en Suisse. La Suisse est composée de 26 pays qu'on appelle 26 cantons. Et ces 26 pays ont pris la décision politique à travers leurs parlementaires de supprimer toutes ces monnaies, cette pagaille monétaire, et ils ont adopté une monnaie unique qu'ils ont appelée le franc suisse. Aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, tous ceux qui veulent conserver leur épargne en des lieux sûrs, c'est bien en Suisse qu'ils vont les cacher. Parce que ce franc suisse-là, cette monnaie unique, est gérée avec une rigueur. Voilà. D'accord. Ça, c'est le quatrième exemple. Oui, et le cinquième exemple, c'est sur ça que je vais m'arrêter. D'accord. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique qu'on appelle le franc CFA. Comment? Eh bien, quand la France a été victime du nazisme monétaire, quand la France a été victime du nazisme global, eh bien, quand la France est sortie de là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été inspirée par le nazisme monétaire que Adolf Hitler lui a infligé. C'est-à-dire, la France a demandé tout simplement à son ministre de l'économie et des finances, René Pleven, et à son ministre des colonies, Jacques Soustelle, de lui préparer un décret pour la création du franc des colonies françaises d'Afrique. Et quand ce décret a été préparé, le général de Gaulle n'a fait que le signer et sans passer par le Parlement, eh bien, le franc des colonies françaises d'Afrique a été créé conformément à l'article 1 du décret 45-01-36. Et on l'a imposé à tous les pays africains qui sont sous domination française. Eh bien, quand ces pays africains, non, quand ces colonies
françaises ont pris leur indépendance, eh bien, ils ont rejeté le franc des colonies françaises et ils ont battu leur propre monnaie. Parce que l'acquisition de l'indépendance politique, la première conséquence, c'est l'acquisition de la souveraineté monétaire, sans laquelle aucun développement sérieux ne peut être entrepris. C'est ça. Donc, quand tous ces pays sont partis, 1000 fois, hélas, il y a encore 15 pays d'Afrique qui restent encore sous le nazisme monétaire, cette fois-ci conduit par la France, mais contre les Africains. C'est ça. Donc, vous voyez bien que tous ces exemples que je viens de citer, il n'y a pas de critères de convergence. Lorsqu'un Africain, fut-il agrégé en économie, vous dit, nous sommes prêts à faire la monnaie unique africaine, mais il faut des critères de convergence. Il faut le regarder les yeux dans les yeux et lui poser la question, quels sont les critères de convergence que ces pays africains avaient remplis avant d'accepter le franc des colonies françaises d'Afrique? C'est une monnaie qui appartient à 100% à la France et qui a été imposée aux Africains. Ça veut dire fondamentalement, c'est une monnaie anticonstitutionnelle. Parce que la monnaie appartient toujours et toujours dans tous les pays du monde au peuple. Et c'est le peuple, soit par voie référendaire ou bien par la voie parlementaire, c'est-à-dire les représentants du peuple. Ce sont ces représentants du peuple, pour gagner du temps, qui décident, qui ont la décision de battre monnaie. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on a fait ça, je vous ai dit, pour créer la monnaie unique africaine, le premier critère et le dernier, le premier critère de convergence et le seul critère de convergence à remplir, c'est une décision politique. C'est ça qu'il faut retenir à travers les 5 exemples que je viens de donner. Je peux en multiplier, hein. On peut aller au Brésil, un peu partout. Merci, professeur. On le sait très bien. On sait qu'il y a d'autres exemples. Professeur, oui. je voulais vous poser la question suivante pour éclairer encore un peu davantage les gens qui nous suivent. Est-ce que vous pensez que, à travers cette démonstration, à la fois sur les banques centrales et les critères de convergence, est-ce que vous pensez que l'écho va dans la direction de ce que vous venez d'indiquer? Bien. Écoutez, pour simplifier le débat, l'écho est tout simplement une technique mise en place par la France pour tout simplement empêcher les Africains de se donner une monnaie CEDEAO. C'est tout. Sinon, c'est-à-dire, les Français prennent les Africains pour des naïfs. Et voilà, ils ont brouillé le chemin et puis c'est terminé. Le Nigeria s'est fâché, etc. Et puis c'est fini. Comme des naïfs. Alors que les Africains meurent. Voilà. Donc, avec votre permission, je voudrais que nous allions vraiment à l'essentiel pour éclairer les Africains, leur faire comprendre qu'il existe des solutions. Quand on dit l'argent est le nerf de la guerre, ce n'est pas l'argent qui vient du ciel, c'est l'argent que les gens se créent. Malgré l'opposition des Africains et des Américains, les Européens ont créé leurs héros. Voilà. Pourquoi les Africains ne peuvent pas s'unir et dire que nous créons notre monnaie unique africaine que j'appelle en abrégé la MUA. Donc, comme ils se sont mis des obstacles inutiles, eh bien, il faut maintenant dire qu'il faut mettre fin à ça. Maintenant, les autres questions, bien sûr qu'on ne va pas tout épuiser, mais sur la monnaie unique africaine. Les questions qui viennent souvent, c'est de dire, après les critères de convergence, qui va garantir la monnaie unique africaine? Si on bat qui va donner la garantie? Souvent, les gens en parlent.
Eh bien, nous disons et nous répétons à satiété que ce sont les Africains eux-mêmes qui ont les moyens puissants pour garantir leur propre monnaie unique africaine. Parce que quand on vous parle de la garantie française pour le franc CFA, tout ça, c'est du mensonge parce que ceux qui garantissent le franc CFA, ce sont les Africains eux-mêmes à travers les stocks d'or et les devises qu'ils donnent à la France. Donc, mettons ça de côté et allons à l'essentiel parce que nous sommes là pour les solutions. Absolument. La garantie de la monnaie unique africaine sera apportée par les Africains. Pourquoi? Parce que les Africains ont les moyens objectifs de garantir leur monnaie. Quels sont ces moyens-là? C'est, par exemple, ce que nous appelons en termes simples la valeur synthétique des matières premières stratégiques que détiennent les Africains, c'est-à-dire l'or, le diamant, le coltan, etc. Mais prenons simplement les stocks d'or et de diamants. On dit, bon, voilà, celui qui veut appartenir à cette zone de la MUA, monnaie unique africaine, nous demandons à chaque membre d'apporter, par exemple, chaque mois, je dirais, 20 tonnes d'or. Et quand on dit le pays de l'or, le continent de l'or, c'est bien l'Afrique. Donc, on va dire d'apporter 20 tonnes d'or. On peut même dire 50, mais je ferai simplement 20 tonnes d'or chaque année. Alors, les 54 pays vont apporter chacun 20 tonnes d'or. La première année, 54 multiplié par 20, ça fera 1080 tonnes d'or. La deuxième année, 2160, etc. Et je vais jusqu'à là, par exemple, à la 8e année, eh bien, les Africains, la Banque centrale africaine aurait, par exemple, 8640 tonnes d'or. C'est-à-dire, à la 8e année, les Africains auront un stock d'or qui est nettement supérieur à celui que détiennent les États-Unis qui ont 8200 tonnes d'or. Bien. Mais comme on construit l'avenir du continent, on peut continuer d'apporter cela et ceci, par exemple, jusqu'à, qui ne sont pas de l'agenda 63, 2063. Jusqu'en 2063, eh bien, les Africains auront dans leur stock et dans leur banque centrale africaine au moins 68 000 tonnes d'or. Mais qui au monde peut avoir de tels stocks d'or si ce ne sont pas les Africains? Ce qui veut dire que les Africains, et s'ils veulent pousser plus loin, parce que c'est une renaissance, s'ils veulent pousser plus loin jusqu'en 2100, eh bien, ils auront plus de 108 000 tonnes d'or. Devant une monnaie comme ça, garantie puissamment, qui peut résister? Personne. Ça, c'est déjà un point. Mais deuxième point, il faut le remarquer, car vous avez maintenant l'expérience. Vous allez dire, les Africains vont dire, vous, les autres parties du monde, vous commercez avec nous, c'est vrai. Mais nous voulons être payés dans notre monnaie, qui est la MUA. Vous voulez commercer avec nous, mais nous voulons être payés dans notre MUA. Quelle est la conséquence? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Russie de Vladimir Poutine. Parce que quand nous parlons, les gens disent que nous sommes des rêveurs, nous ne sommes pas réalistes. Quand tous les pays occidentaux, j'insiste sur le mot tout, tous les pays occidentaux se sont ligués contre la Russie et ils voulaient démanteler l'économie de la Russie, qu'est-ce que la Russie a dit? Bien sûr, le rouble, c'est la monnaie de la Russie, pour ceux qui ne le savent pas, a commencé à chuter au départ. Mais quand Vladimir Poutine a dit, bon, faites ce que vous voulez, mais que ce soit notre gaz, ne serait-ce que ça seulement, notre
blé, notre pétrole, etc. Mais prenons simplement le gars. Vous nous payez ni en euros, ni même en dollars, qui sont des monnaies indignes. Ce sont ces mots. Mais vous allez nous payer dans notre propre monnaie qui est le rouble. Du coup, les Européens, les Occidentaux sont obligés de chercher à travers le monde entier, précisément sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché des champs. Ils sont obligés d'aller acheter le rouble et aller payer leurs factures de gaz. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand la demande d'un bien est supérieure à son offre, son prix augmente. Eh bien, la valeur du rouble a augmenté plus de 30%. C'est-à-dire plus que ce que le rouble avait perdu. Les Américains, aujourd'hui, où nous parlons, disent que la monnaie la plus puissante du monde, c'est devenu le rouble. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine, tout comme d'ailleurs la Chine, a pris les décisions de racheter, d'acheter beaucoup de stocks d'or. D'abord, la Russie a beaucoup d'or, mais en plus, achète beaucoup de stocks d'or. Ce qui veut dire que le rouble russe est garanti par les stocks d'or que la Russie détient. Deuxièmement, la Russie n'est pas n'importe quel pays. La Russie détient des biens réels. Et grâce à ces biens, la monnaie de la Russie est une véritable mine d'or. On demande simplement aux Africains d'arrêter de se rendre ridicules et de voir ce que la nature leur a donné. Prenez cette décision de battre la monnaie unique africaine. Cette monnaie unique africaine sera garantie, je répète, par les stocks d'or et de diamants que les Africains détiennent. Deuxièmement, les Africains, au lieu de se complaire dans la mendicité, eh bien, ils peuvent dire désormais, non seulement entre nous les Africains, nous allons commercer, mais ceux qui veulent commercer avec nous, ils doivent nous payer dans notre monnaie unique africaine. Voilà. Quand on a ça, on ne voit toujours pas comment les Africains peuvent aller trouver du plaisir à aller mendier. Parce que c'est ça le problème de l'Afrique. Si on ne respecte pas aujourd'hui les Africains, quel que soit le lieu où ils se trouvent, on dit voilà des sous-hommes. Voilà des gens incapables de tirer profit de ce que la nature leur a donné. Ils attendent toujours être sous la table, alors qu'ils ont tous les moyens pour diriger le monde. Donc, ça, c'est la deuxième question qui est soulevée. Qui va garantir notre monnaie? La troisième question que les gens se posent. Est-ce que la MIA, c'est-à-dire la monnaie unique africaine, sera convertible? Nous disons oui. Naturellement, oui. La monnaie unique africaine sera convertible. Une monnaie est dite convertible quand vous détenez cette monnaie et que vous allez à travers le monde entier et arriver dans ce pays, dans n'importe quel pays, vous sortez la monnaie. Et vous dites, voilà, je viens d'arriver par exemple au Congo-Brazzaville, j'ai dans ma poche, par exemple, le dollar américain, il va voir le banquier, donnez-moi l'équivalent en monnaie locale du Congo. Eh bien, on convertit et on lui donne la monnaie du pays. C'est ça qu'on appelle une monnaie convertible. C'est valable pour le dollar américain, l'euro chinois, non, l'euro européen, le shilling du Kenya, le rand de l'Afrique du Sud et tant d'autres. Donc, notre monnaie unique africaine sera effectivement convertible. Cela suppose, pour que justement les autres banques étrangères, c'est-à-dire extra-africaines, aient un intérêt objectif à détenir la MUA, ça veut dire, nous les Africains, nous exigeons pour quiconque veut commercer avec nous, eh bien, de nous payer dans notre monnaie. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi,
à partir de là, les autres banques du monde vont chercher à détenir la MUA. Sinon, si nous rejetons nous-mêmes notre propre monnaie et que nous ne voulons être payés qu'en dollars, en euros, en un mot, en monnaie étrangère, mais aucune banque n'a un intérêt objectif à détenir la MUA. Ce sont là les questions évidentes. Ce sont des problèmes évidents. On ne sait toujours pas qu'est-ce qui gêne les dirigeants africains pour résoudre ces problèmes, alors que ces dirigeants africains sont chèrement payés. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils lancent des coups de dabat ou bien de machette, mais ils sont là pour prendre les décisions qui vont dans le sens supérieur, dans le sens des intérêts supérieurs des pays africains. C'est ça. Donc, on peut poser cette question. Maintenant, puisque la monnaie unique africaine MUA sera convertible, on peut se poser la question, mais ça va obéir à quel régime d'échange? On parle des régimes d'échange fixes et des régimes d'échange flexibles, sans trop rentrer dans les détails, parce que ceux qui nous écoutent constituent un milieu hétérogène. Nous allons simplement dire la MUA va obéir à un système d'échange flexible ou flottant. Bien sûr, dans une autre conférence, si vous voulez, on peut toujours spéculer dessus. Maintenant, qui va contrôler la BCA? Je rappelle, la BCA, qui veut dire Banque Centrale Africaine, qui va la contrôler? Puisque c'est elle qui va gérer la MUA. La MUA, je reprends, sera gérée par la Banque Centrale Africaine. La MUA sera produite sur le continent africain. Donc, qui va contrôler la MUA? Eh bien, c'est tout simplement, la réponse elle est évidente, puisque la monnaie appartient au peuple. Donc, la MUA sera gérée, sera contrôlée par le Parlement africain. Je reprends. La MUA, monnaie unique africaine, est une propriété des peuples africains. Donc, ce sont les représentants des peuples africains qui vont contrôler la BCA. Et à partir de là, une gestion rigoureuse sera faite. Maintenant, on peut se poser la question, puisque la MUA est là et qu'il y a plusieurs monnaies différentes, on peut faire simplement une conversion. Et à partir d'un certain délai, je ne vais pas rentrer dans toutes les technicités, dire que bon, voilà, on crée la monnaie unique africaine, elle est là. Vous avez, par exemple, 2 mois, 3 mois, maximum 5 mois, pour venir dans les banques, donner la monnaie nationale et vous prenez en contrepartie la MUA. C'est ce qu'il faut faire. Évidemment, on peut se poser la question, mais quel sera le nom réel de la MUA, monnaie unique africaine? Quel sera son nom? Personnellement, je ne me bats pas. Je ne me bats pas pour le nom. Que la MUA s'appelle Diogène, ça ne me gêne pas. Mais si on veut être sérieux, la MUA, qui veut dire monnaie unique africaine, eh bien, à partir de là même, on peut creuser. La monnaie de l'unité africaine. C'est-à-dire, si on veut maintenir MUA, la monnaie de l'unité africaine. Lorsque vous inversez, en écrivant, vous-même, vous pouvez faire l'expérience, vous qui m'écoutez, écrivez MUA. Et prenez le A, mettez devant, vous obtenez OM. OM, c'est le son primordial qui génère tout l'univers. Donc, c'est à travers cette MUA-là, dont le nom mystique, spirituel est OM, c'est à travers ça, nous allons faire la renaissance de l'Afrique. Ok. Je rappelle. On peut continuer, mais comme le temps nous est limité, je ne vais pas trop m'attarder. Maintenant, on peut se poser la question, quel sera le siège de la BCA, Banque Centrale Africaine? Encore une fois de plus, ça c'est un petit problème qui peut être résolu par les Africains eux-mêmes, les décideurs. Ça peut être installé, que ce soit au Nigeria, en Afrique du Sud ou dans n'importe quel pays africain. L'essentiel, c'est que le siège de la BCA, Banque Centrale Africaine,
soit en Afrique. C'est ça qui est l'élément le plus important. Une fois on a fait rapidement le tour, on peut se poser la question, mais quels sont les avantages concrets à tirer de la monnaie unique africaine? Je vous avais déjà donné un peu un aperçu, mais comme dans toute chose, il y a toujours le problème de la pédagogie. Ça fait pratiquement, je crois, 1 heure que nous parlons. Absolument. Eh bien, pour répondre à cette question essentielle, eh bien, la réponse à cette question, ça permet d'aborder la deuxième solution qu'on appelle le problème de l'industrialisation, parce que c'est la monnaie unique africaine qui sera le moyen objectif que les Africains se sont donnés pour financer sérieusement l'industrialisation des économies africaines, c'est-à-dire la transformation en Afrique de toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle la valeur ajoutée, laquelle valeur ajoutée élimine la pauvreté socio-économique. Et c'est grâce à la monnaie unique africaine que nous allons financer, sinon nous allons éteindre les 14 besoins essentiels de l'Afrique. Professeur, voilà. Je voudrais vous dire qu'on a à peu près fait 1 heure. Comme vous savez que sur le plan pédagogique, ça peut faire baisser un peu la tension de nos amis téléspectateurs. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite conclusion, puisque nous aurons une deuxième émission qui va être consacrée à la partie industrialisation. Il serait intéressant que nous puissions revenir là-dessus, mais vous pouvez quand même conclure cette première partie en quelques minutes. Très bien. En tout cas, merci de me donner la possibilité de conclure. Nous disons, on ne construit pas un pays avec la mendicité financière internationale. L'erreur fondamentale, monumentale que font les Africains, c'est de compter sur l'aide extérieure. Nous disons, les Africains ont tous les moyens pour se donner les moyens financiers objectifs, c'est-à-dire créer la monnaie unique africaine. Une fois ils ont fait ça, comment on y parvient? Eh bien, c'est par une décision politique. Et ça peut se faire en moins d'1 mois. C'est ça, c'est une décision politique. On demande tout simplement à ces 54 pays africains, eh bien, prenez la décision de battre la monnaie unique africaine. Et on peut commencer, pas forcément avec tous les 54, mais on peut commencer quelque part. Et ce quelque part, il y a le Mali. Le Mali d'Assimi Goïta qui est là. Le Mali peut s'unir sur ce plan avec la RCA ou bien la République centrafricaine. Ensuite, le Burkina Faso. Et enfin, la Guinée-Conakry. Les 4 là peuvent poser les bases de la monnaie unique africaine. C'est ça. Et à partir de là, tout le monde va venir. Parce que nous sommes à une époque, à une situation exceptionnelle où pour le moment, je dis bien pour le moment, la Russie est combattue par tous les autres pays occidentaux. Nous devons profiter de cette situation exceptionnelle pour pouvoir nous unir et asseoir solidement la base de la monnaie unique africaine à partir de laquelle nous allons nous industrialiser. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Je pense que vous avez vraiment, vous nous avez gratifié de ces éléments de réflexion. Je retiens principalement que vous appelez le peuple africain à s'emparer de la question monétaire, car il s'agit de la souveraineté du peuple africain.
Donc, toutes les catégories sociales africaines s'emparent de cette question parce que c'est elle, en tout cas, ou c'est lui, le peuple, qui, d'une manière ou d'une autre, à travers les mécanismes que vous avez expliqués, soit par le Parlement, soit par référendum, en tout cas par la reconquête de sa souveraineté, qui décidera de prendre à bras-le-corps la question monétaire. Nous allons revenir la prochaine fois pour développer la partie industrialisation que vous avez déjà énoncée rapidement, mais nous reviendrons dans le détail la prochaine fois. Et je voulais vous remercier encore profondément et dire à nos téléspectateurs que nous allons mettre fin à cette première partie consacrée aux solutions liées à la question monétaire et que nous ferons la prochaine fois l'émission avec le professeur Abou. Nous sommes très contents que vous ayez pris le temps de nous suivre et nous vous disons, donc pour notre émission Umoja ni Nguvu, c'est-à-dire l'union fait la force, la solution panafricaniste, nous y sommes vraiment. Merci et à la prochaine.